Bonjour, une chronique de plus aujourd'hui parce que j'ai du retard à rattraper. Je vous parle d'un livre très différent de ce dont j'ai parlé jusqu'ici dans ces vidéos, puisqu'il s'agit d'un beau livre, certes sur une thématique qui m'intéresse assez, Lovecraft. J'ai donc parlé de Gotland, signé Nicolas Fructus surtout et Thomas Day un peu. Le crowdfunding s'inscrit de plus en plus dans le paysage éditorial français, au sens large. L'édition de jeux de rôle a, j'ai l'impression, intégré la méthode au point qu'elle en est devenue normale. Il y a peut-être davantage de résistance en littérature. Ceci dit, dans les genres de l'imaginaire, si la situation n'est probablement pas encore comparable à celle du jeu de rôle, la pratique s'est développée. Très honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je préfère réserver mon opinion le temps de digérer les atouts et inconvénients de la méthode et son évolution à terme. D'autant que j'ai l'impression que nous sommes encore largement dans le flou. Peut-être même certaines conséquences d'ordre juridique doivent-elles être envisagées. Bon, on verra, j'imagine. Reste que, moi qui n'avais jusqu'alors jamais eu recours à ce procédé, j'ai enchaîné 3 financements participatifs au printemps dernier. Dans l'ordre, les Contrées du Rêve, gros supplément ou ensemble de suppléments du coup pour le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu chez Sans Détour. Ensuite, l'intégrale des œuvres de fantasy de Clark Ashton Smith chez Mnemos. Enfin, cet étonnant objet qu'est Gotland aux éditions du Bélial, et qui, sans que ce soit forcément très étonnant d'ailleurs, est finalement et de loin le premier de ces 3 projets à être livré. C'est allé très très vite en fait. Oui, vous aussi, vous avez noté qu'il y avait comme une passerelle entre ces 3 financements. Bon, Gotland se pose d'emblée comme un objet à part. C'est même ainsi que le livre définit par l'exemple la collection Wotan qui l'inaugure. Après Une heure lumière, admirable, et Pulp, c'est la folie des nouvelles collections aux éditions du Bélial, décidément. Mais il est vrai que ces 3 ensembles sont on ne peut plus opposés. Gotland relève donc du beau livre. C'est un très bel objet, oui, qui associe texte et image, et l'œuvre pour l'essentiel de Nicolas Fructus, connu connaissant surtout en tant qu'illustrateur, mais qui livre ici 2 nouvelles, forcément illustrées par ses soins. Tout cela dans une optique résolument Lovecraftienne, avec le nom du gentleman de Providence qui figure en gros sur la couverture. J'avoue ne pas savoir qu'en faire en rédigeant la notice bibliographique de Gotland, qui ne surprend pas forcément, mais réjouit probablement l'amateur qui s'était déjà régalé du précédent projet de l'illustrateur dans ce registre, le très beau Kadat, le guide de la cité inconnue, publié en ourobords chez Mnemos il y a quelques années de cela. Il n'est toutefois pas seul aux commandes de Gotland. Une 3e nouvelle s'y inscrit tout naturellement, Forbach de Thomas Day, qui avait été en son temps publié dans le numéro 73 de Bifrost consacré à Lovecraft. Et entre les 3 récits, Nicolas Fructus livre des interludes purement graphiques. Enfin, l'ensemble, sans doute, doit aussi beaucoup à Franck Achard, responsable de la mise en scène graphique. Le résultat, disons-le, répétons-le, est de toute beauté, à la hauteur des attentes que l'on pouvait placer dans un pareil projet. Oui, tout cela est vraiment très très joli. Le livre, amélioré par palier lors du crowdfunding, est un véritable objet de collection, et Nicolas Fructus y démontre avec passion et application la variété de sa palette, même en traitant du seul registre Lovecraftien. Les 3 récits ont ainsi tous une approche graphique qui leur est propre, des délires géométriques de Gotland au fantomontage de Mémoire des mondes troubles ou La faille maréchale, tandis que Forbach, entre les deux, joue l'intermédiaire entre la nature dont on ne sait si elle est avant tout vivace ou malade, qui fait également l'objet du premier interlude, et une approche plus BD qui se déploie ensuite dans le second interlude, en un ensemble de visions Lovecraftiennes plus organiques que celles qui précèdent, en mettant cette fois la faune mythique davantage en avant. Mais si la palette est variée, elle n'a pour autant rien d'incohérent. C'est bien plutôt qu'elle renvoie aux multiples approches qu'un même genre autorise chez un illustrateur aussi talentueux qu'enthousiaste. Après, les goûts de chacun entrent sans doute dans la partie, esquissant des préférences toutes personnelles, plus ou moins communicables d'ailleurs. Ainsi, amateur pourtant de photomontage en temps normal, j'avoue n'avoir pas été tout à fait convaincu par les illustrations du 3e récit, par ailleurs le moins séduisant à mes yeux, mais j'y reviendrai, que je trouve un peu trop propre. Les croquis purement naturalistes du premier interlude m'ont sans doute plus ou moins parlé par ailleurs. Mais est-ce classicisme de ma part? Je n'exclus rien. Je me suis surtout retrouvé, d'abord et avant tout, dans la démesure grotesque, au bon sens du terme, du second interlude, mais les géométries absurdes et autres constructions cyclopéennes de Gotland, ainsi que la relative réserve des illustrations de Forbach, comme une sorte de gothique paradoxal et modernisé, m'ont elles aussi pleinement convaincu. À vrai dire, il s'agit de modèles en matière d'illustration. Elles accompagnent à merveille le texte, tout autant que le texte les accompagne.
Il y a ainsi une belle synergie entre les deux dimensions de l'œuvre qui, par phénomène d'émergence, disons, produit une super œuvre émanant des deux, mais les enrichissant encore jusqu'à définir un registre qui leur est propre. Globalement, c'est donc absolument superbe. Et la très belle mise en page toujours appropriée, relativement sobre par ailleurs, mais s'autorisant des pages dépliantes du plus bel effet, contribue à son tour à la perfection graphique de Gotland. Quelques mots sur les textes maintenant. Par un bête réflexe que je suppose assez commun, moi qui connaissais Nicolas Fructus en tant qu'illustrateur, je n'en attendais pas grand-chose en tant que nouvelliste. Mais je me rends bien compte que ça a quelque chose d'absurde. Après tout, les gens qui cumulent les talents, ça existe. Alors je n'irai pas jusqu'à prétendre que les deux récits signés Nicolas Fructus dans cet ouvrage sont des chefs-d'œuvre, ils ne le sont pas. Mais le premier, Gotland, fait plus qu'assumer sa fonction. Le récit adopte un point de départ relativement étonnant, notamment du fait de sa dimension historique. Il prend place au 7e siècle après Jean-Claude, et donc sur l'île de Gotland, au large de la Scandinavie. J'ai dit récit, en fait c'est peut-être à débattre, mais de manière assez bien vue car éminemment Lovecraftienne. Gotland emprunte aux odyssées chtoniennes récurrentes chez l'auteur, où le narrateur est avant tout témoin, rapportant fébrilement ses découvertes hallucinées, dans des souterrains antédiluviens martelant l'insectoïde humain qui les arpente de son insignifiance cosmique. En ce sens, la nouvelle peut éventuellement tenir au moins autant de la vision que du récit, ce qui est pour le moins à propos puisqu'il s'agit d'illustrer la chose. Chez Lovecraft, cela a pu donner des choses comme The Nameless City, en plein dans ce schéma, ou plus tard des choses plus ambitieuses dans At the Mountains of Madness et The Shadow Out of Time. D'autres exemples pourraient sans doute être cités. Nicolas Fructus relève le défi avec un certain brio. Il introduit dans le périple dans l'espace autant que dans le temps auquel est compulsivement attelé le narrateur une thématique graphique globale évoquant plus que jamais Escher, insinué dans une débauche cyclopéenne immédiatement connotée, et empruntant peut-être aussi à d'autres œuvres sous influence. Nicolas Fructus aime les œufs qui font penser à Alien, le cas échéant via Giger. Pour autant, comme au travers d'un clin d'œil complice, il en revient en fait au récit, qu'il conclut sur une pirouette passablement pulp et en même temps très bien trouvée, et plus habile qu'on ne le croirait. La plume a peut-être quelques rares défaillances très passagères, encore que je n'en sois pas tout à fait certain. Globalement, dans son registre bien particulier, et dans son rapport essentiel à l'image, Gotland, la nouvelle, m'a fait le fait d'une réussite. Nouvelle plus ancienne, et due cette fois à Thomas Day, Forbach s'inscrit tout naturellement dans l'objet fructusien. Ce texte me paraît représentatif de préoccupations formelles relativement récentes chez l'auteur, en tout cas prégnantes dans un certain nombre de ses nouvelles de ces dernières années. Ce qui peut inclure la Novella Dragon, parue récemment, mais j'y ai largement préféré Forbach. Bon, sans surprise, j'imagine. Cette préoccupation première transparaît dans la structure même du texte, lequel, plutôt que de suivre une narration parfaitement chronologique ou, au contraire, se projeter dans tous les sens au travers d'un complexe séquençage temporel, adopte une solution étrangement plus rare, j'ai l'impression, mais tout à fait pertinente ici, en procédant à l'envers. Chaque séquence, dans Forbach, est postérieure à celle qui la suit. Les écarts chronologiques d'abord limités tendent sans surprise mais avec pertinence vers un ultime vertige cosmique qui n'aurait pas manqué, je suppose, de séduire notre cher HPL, qui prisait tant les durées préhistoriques voire préhumaines dilatées sous les auspices d'une science révélant toujours un peu plus le statut de foetus cosmique de l'humanité. Peut-être aussi son camarade Clark Ashton Smith. Forbach, approche noire mise à part, certes, a peut-être quelque chose du vertige tétanisant d'un Ubosatla. Bon, je m'égare sans doute. Pour le reste, le récit tient presque de la mise en abîme, et d'autant plus qu'il y a à nouveau ici du périple chtonien, si l'auteur semble prendre plaisir à tourner autour plutôt qu'à le mettre véritablement en scène, jusqu'à ce que, bon, mise en abîme, disais-je, soit de Lovecraft, soit, peut-être, de ce que le jeu de rôle en a fait. Là encore, je dis peut-être des bêtises, mais l'histoire d'héritage, telle qu'elle est gérée, me paraît relever de ce cliché du registre, néanmoins très joliment employé ici, car la narration à rebours autorise bien des miracles en matière d'ambiance. Et c'est bien l'ambiance qui prime ici, et elle est parfaite. Le récit, au sens le plus strict, peut-être est-il secondaire dès lors, ou peut-être pas, mais tout en s'accommodant assez bien de ce statut subordonné. Un point intéressant d'ailleurs dans cette chronologie inversée réside dans le rapport ambigu avec un autre procédé Lovecraftien typique, celui de la corrélation de documents. L'ignorance, ici, s'accumulant par strates, renouvelle de manière assez bien vue cette approche en construisant une chape de secrets, secrets terribles en eux-mêmes, à moins que leur dévoilement en tant que tel constitue le véritable terrible dans tout cela. Note au passage, quand la nouvelle avait été publiée dans le Bifrost numéro 73, j'avais vu chez plusieurs membres avisés de la blogosphère
qu'après avoir lu la nouvelle dans le sens imposé par l'auteur, il l'avait relue dans l'ordre chronologique, et avait unanimement trouvé que ça ne marchait pas. La drôle d'idée, ce n'était sans doute pas fait pour marcher dans ce sens, non? Mais en l'état, oui, ça marche. Je suis nettement moins enthousiaste pour le dernier texte, Mémoire des mondes troubles ou La faille maréchale, dû à nouveau au seul Nicolas Fructus. Sans être mauvaise à proprement parler, cette nouvelle, si c'en est bien une, ne me paraît pas vraiment s'élever au-dessus de la médiocrité. D'autant qu'elle a un côté inabouti, qui s'exprime peut-être tout particulièrement au regard de sa dimension relative d'exercice de style. Certes, de l'exercice de style, il y en a, et de manière flagrante, dans les deux textes qui précèdent. Mais là où Gotland en exprimait une unicité de propos entre texte et dessin, là où Forbach ménageait une ambiance gothique moderne, plongeant soudainement dans le gouffre d'un temps intimidant et terrible, Mémoire des mondes troubles use d'effets moins efficaces et plus grossiers. Le récit, au sens le plus strict, n'étant guère de la partie, il en ressort une inféodation relative du texte à l'illustration, plutôt qu'une symbiose des deux dimensions. Or, non seulement le texte est ici davantage subordonné au dessin, mais c'est aussi du coup pour les illustrations qui globalement vont le moins se parler. Certes, elles ne sont pas moches pour autant, le livre est beau de bout en bout, il est simplement moins bon ici. Mais l'association de ces deux travers aboutit à cette conséquence inéluctable que Mémoire des mondes troubles se lit sans qu'on s'y attache vraiment, et qu'on en tourne les pages finalement sans garde en jeu. La dernière page tournée, on se souvient que le livre est beau, mais cet ultime texte a déjà disparu dans les limbes, là où Gotland et Forbach demeurent, titulaires d'une majesté grotesque qui fait bien trop défaut à ce dernier développement, au style par ailleurs moins convaincant. Ne pas attacher trop d'importance à ce dernier jugement. J'ai été pleinement satisfait par ce Gotland, vraiment un très bel ouvrage, et qui vaut le détour. Je crois volontiers qu'il n'aurait jamais pu être édité hors crowdfunding. À cet égard, c'est une belle illustration de ce que ce procédé peut produire d'intéressant. Je ne suis guère collectionneur, a fortiori de beaux livres, mais Gotland figure une appréciable exception, dont je ne doute pas que j'en tournerai régulièrement les pages, à l'instar de mon Kadat, pour m'imprégner de ces Lovecrafteries graphiques, celles que l'on dit souvent, et souvent à bon droit, particulièrement périlleuses, mais pour le coup des plus convaincantes. Ah, une dernière chose au passage, le financement participatif a débloqué une sorte de bonus intitulé Le Petit-Neveu de Pickman, petit livre supplémentaire constitué de 40 dédicaces de Nicolas Fructus, en noir et blanc cette fois, s'enchaînant pour former un semblant de récit. Bon, un semblant, hein. C'est plus léger que Gotland, c'est peu dire, plus pulp aussi, et s'autorisant en même temps un bref éclat pornographique. Amusant du coup, mais rien d'exceptionnel non plus. En tant que contrepartie pour Gotland, c'était tout à fait bienvenu, ainsi que les divers tirés à part, cartes, marque-pages, etc. L'achat séparé, possible, me paraît plus superflu. Ceci étant, c'est un témoignage à sa manière du sérieux autant que de l'enthousiasme investi dans le projet Gotland, mené à terme rapidement, plus que satisfaisant, et laissant désirer de nouvelles entreprises un peu folles, dans ce goût-là ou dans d'autres. Alors longue vie à Wotan.